Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des fans de jeux de société, on a une passion pour ça et donc on aimerait vous la partager. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus, à savoir les 5 jeux pour faciliter les rapprochements. Voilà, si vous voulez en savoir plus, cliquez dessus. Et maintenant, c'est parti pour une interview. Donc je vous présente Clément. Bonjour. Vas-y, je te laisse te présenter. Moi, je suis Clément, je suis animateur en ludothèque et aussi sur les salons pro et les salons grand public pour des marques de jeux de société. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours, si tu as fait des études et qu'est-ce que tu as fait comme métier auparavant En études, j'ai fait quelque chose qui est complètement en dehors du contexte, parce que j'ai fait plutôt de la pâtisserie. Donc, CAP, BEP, pâtisserie, un an de bac pro, puis après, j'ai vu que ça me plaisait pas. Du coup, je suis parti de ce métier-là. Par hasard, je suis arrivé dans l'animation, mais en centre de loisirs. J'ai fait ça pendant 15-18 ans presque. Pendant que j'étais en centre de loisirs, il y a eu un festival sur Paris sur lequel Repo Production avait besoin d'animateurs. Ma sœur, travaillant à la ludothèque de Boulogne, m'a dit Est-ce que ça te dit pas d'y aller et tout ça. Du coup, j'ai fait, et puis ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, douzaine d'années que je fais des salons. Pour Repoprod d'abord, puis après pour Asmodée, j'ai fait aussi pour Cocktail Game, pour Bombix, voilà, pour un peu de toutes les marques de cette galaxie. Ok, donc tu es toujours en mouvement, à bouger ou pas forcément? Pas mal de marques font appel à des animateurs locaux pour éviter quand même les surcoûts de transport, d'hôtellerie, et tout ça. Après, il y a des gros festivals comme Cannes, par exemple, où là, on ramène du monde un peu partout, un peu partout en France. Du coup, sur ce genre de grand salon-là, je bouge. Pour ce qui est du public, après, pour ce qui est des salons pro, donc qui va être à destination de, par exemple, Cultura, Jouet Club, des trucs comme ça. Là, je suis un peu plus amené à bouger pour aller à Bordeaux, Lyon ou autre, sachant que je suis basé sur la région parisienne. Oui, donc c'est quand même facile pour toi pour prendre un train pour aller d'un endroit à un autre, mais tu arrives à bouger quand même régulièrement. Et à côté de ça, tu fais la ludothèque. C'est ça. En gros, mon métier principal, c'est la ludothèque. C'est quand même difficile de ne vivre que des salons de jeux de société. Ou en tout cas, il faut vraiment, pour le coup, être très mobile et pouvoir bouger dès qu'il y en a, sachant qu'il y a quand même deux périodes un petit peu mortes. Après le flip et jusqu'à Orléans, où il n'y a pas trop de salons. Donc, en gros, mi-juillet jusqu'à fin août, il n'y a pas trop de salons. Et après, pendant l'hiver, pareil, il n'y a pas trop de salons grand public et tout ça. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué quand tu es animateur à temps plein de faire des choses sur ces moments-là. Alors après, il y a plein d'autres choses. J'ai des collègues qui font des animations en magasin, des animations pour des particuliers, des choses comme ça. J'arrive pas à vivre complètement de ce métier-là. Du coup, j'ai mon emploi fixe à la ludothèque, qui reste quand même dans le domaine du jeu, puisque du coup, c'est quand même un domaine dans lequel j'ai envie de travailler. Est-ce que ton but, ça serait de vivre que par les salons ou tu aurais d'autres projets? J'aimerais bien pouvoir vivre, alors pas forcément que par les salons, mais que via de l'animation, jeux de société et autres. Faire des anniversaires, par exemple, pour enfants ou pour plus grands, faire des interventions dans des écoles, des collèges ou des choses comme ça. C'est des choses qui pourraient m'intéresser. Et du coup, il faut quelque chose de stable, il faut quelque chose de construit. C'est en réflexion pour l'instant pour pouvoir. Parce que je suis père de famille, on est mariés, on a deux enfants. Voilà, le truc, c'est pas de se lancer, de plus avoir de revenus du jour au lendemain. Il y a quand même des choses à assumer. Et voilà, donc la réflexion est en train de se faire et on va voir pour faire ça. Et la ludothèque, tu dis que ça fait longtemps que tu y travailles? Non, la ludothèque, ça fait 2 ans. 2 ans et demi maintenant que je suis à la ludothèque. Je suis à la ludothèque de Vauréal. Avant ça, j'ai fait un an où j'étais directeur d'un centre de loisirs et en même temps d'une petite ludothèque à côté de Versailles. Et avant ça, j'étais que animateur et directeur de centre de loisirs pour une très grosse ville de la région parisienne. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, j'ai ramené le monde du jeu dans mon métier. Ok. Et la ludothèque, du coup, ça te plaît ou pas trop? Pas trop. Je vais pas mentir. En fait, il y a un côté qui me plaît, qui est d'être dans le milieu du jeu. Là où je trouve pas, moi, mon contentement professionnel, c'est que ça bouge pas assez pour moi. J'aime bien quand ça bouge, quand il y a pas mal de choses à faire. Après, c'est un très beau métier. Il y a pas mal de choses quand même. Il y a pas mal de choses qui sont quand même à voir. La mise en place des jeux, pourquoi on met tel jeu à ce moment-là,
Pourquoi on va créer ces espaces? Parce qu'en gros, la ludothèque dans laquelle je suis, il y a beaucoup d'espaces. Il y a l'espace jeu de société, qui est un espace avec des tables et des armoires de jeu. Ça, c'est plutôt classique. Après, on a ce qu'on appelle, donc, nous, l'espace jeu de construction. On a mis des Lego, des Kapla, des Duplo, tout ça. Et là où il y a le plus besoin de réflexion, c'est dans ce qu'on appelle l'espace jeu symbolique, qui est en gros, pour faire court et que ça parle à tout le monde, les coins d'inettes. Donc en gros, on a une cuisine, on a une fausse chambre à coucher pour enfants, on a un magasin et on a un autre espace qu'on change régulièrement, qui est des fois une école, des fois un restaurant, des fois des choses comme ça. Et c'est ces espaces où le but, c'est que l'enfant crée ses propres histoires et puisse s'approprier un petit peu le lieu pour faire ses jeux tranquillement, même si papa et maman sont pas très loin à surveiller. Le but, c'est qu'ils se sentent plus sous le regard de l'adulte et qu'ils puissent vraiment un peu se libérer, ce qui manque un peu cruellement actuellement dans les jeux pour enfants. Tout le but, c'est de réfléchir à effectivement comment mettre ces jeux en place pour que ça soit à la bonne taille, pour que ça soit qu'il y ait un espace de circulation qui soit bien, pour que ça donne l'envie à l'enfant de jouer et tout ça. Donc Ok. c'est des choses qui sont très intéressantes, mais moi qui me passe au-dessus. Oui, vous accueillez différents publics. Alors, quand on me demande à chaque fois jusqu'à quel âge, bah, moi je dis c'est de 0 jusqu'à la fin. Parce que du coup, à partir de 0, on a un espace petit enfant avec un tapis, hocher, tout ça, qui est accessible du coup pour les bébés non marcheurs. Et puis après, bah, c'est jusqu'à la fin, parce qu'après, on a les Lego, pour ceux qui aiment bien les Lego, les Playmobil, on a des Capla. Il y a beaucoup de papas, mamans qui aiment bien jouer avec leurs enfants au Capla. Puis après, il y a tout ce qui est jeux de société, effectivement, qui va être, bah, on a des jeux, les classiques à bas, à partir de 2 3 ans, jusqu'à maintenant, jusqu'au grand jeu. Ouais. Et donc, vous pouvez accueillir des écoles primaires ou des personnes en situation de handicap, enfin vraiment tout type de Ouais. public. En gros, alors on a des horaires d'ouverture classiques où tout le monde peut venir. Pendant l'école, le matin, on est aussi ouvert parce qu'il y a déjà les parents de la ville qui peuvent venir s'ils ont des enfants qui sont encore en bas âge ou pas scolarisés. Et on a aussi toutes les assistantes maternelles qui peuvent venir. Du coup, ça permet d'avoir des échanges avec elles, ça leur permet à elles de pouvoir se confronter entre elles sur des échanges de pratiques et des choses comme ça, ce qui est plutôt sympa. Et après, on a les ouvertures après école. Du coup, là, c'est plutôt les grands qui sortent de l'école qui aiment bien venir. Et les après-midi, on a des temps où on n'est pas ouvert au public, mais on va quand même accueillir des publics spécifiques. Alors, ça peut être effectivement des classes classiques, hein, maternelles, élémentaires, et tout ça, mais on a aussi effectivement des temps où on reçoit des classes, ce qu'on appelle des classes Ulysse, ou autres, où on a du coup on accueille des publics spécifiques. Ok, et tu arrives à proposer des jeux de société en fonction du public ou comment tu fais? Alors, bah, on voit avec les éducateurs, les professeurs qui s'occupent de ces classes-là, quel est le besoin. Alors, ça marche, que ce soit avec les élémentaires et maternelles, on va dire, classiques, normaux, que comme avec les classes avec des enfants à spécificité. Le but, c'est de savoir pourquoi ils veulent venir à la ludothèque. Est-ce que c'est pour avoir un espace de jeu libre, ce qu'ils peuvent ne pas avoir, par exemple, en classe ou dans les cours quand on est en élémentaire, on n'a plus le petit coin d'inette qu'on aimait bien quand on était enfant. Quels sont aussi les besoins parce que les enfants, ils avaient des difficultés sur, je sais pas, je vais dire des bêtises sur les maths, etc. Est-ce que par le biais du jeu, on peut travailler les maths, on peut travailler la logique, etc. Mais sans avoir un jeu éducatif. Le but, c'est on va prendre un jeu de société, des jeux de société classiques comme on peut avoir dans n'importe quel magasin, etc. Et par là, bah, on va trouver les billets pour progresser sur telle ou telle chose. Et puis après, sur les publics spécifiques, bah, c'est ça, c'est la même chose. Est-ce que le besoin, c'est qu'ils commencent à avoir des règles simples? Est-ce que ils ont déjà l'habitude de travailler, de manipuler des jeux? Et du coup, est-ce qu'on va un peu plus loin ou est-ce que pour l'instant, on est sur s'approprier un espace qui est inconnu pour eux parce que pas la maison, pas la classe, et que du coup, il faut d'abord qu'ils aient leurs repères, et une fois qu'ils ont leurs repères, comment on avance avec eux. Du coup, c'est le travail qui sont tout au long de l'année fait avec les éducateurs et les éducatrices. Tu participes à combien de festivals à peu près? Alors déjà, il y a les deux gros que j'ai fait qui sont Paris Ludique où on s'est croisés du coup, et Cannes, pardon, que je fais pour Asmodée, lesquels je fais. Alors, c'est vrai qu'après Covid, il y a eu un gros ralentissement. Alors déjà, pendant le Covid, bah, c'était mort, hein, plus rien. Après Covid, il y a certains salons que je faisais qui n'ont pas encore réapparu ou qui vont prochainement réapparaître, comme par exemple Rouen, qui se passe début janvier, qui depuis n'avait pas eu lieu et là qui apparemment revient, donc j'espère pouvoir y aller. Après, il y a des festivals aussi qui ne sont pas purement des festivals de jeux de société. Par exemple, avec Asmodée, on va sur Berck. Berck-Plage, il y a au mois de
avril-mai, les rencontres internationales des cerfs-volants. Donc rien à voir avec le jeu de société, hein, d'accord. Mais tous les ans, on a un espace sous tente où on propose des jeux, comme ça les gens peuvent venir s'installer et quand même jouer. On essaie de trouver des fois des jeux qui vont dans le thème. Là, c'était bien comme il y avait Kite cette année qui était sorti, on pouvait jouer à Kite. Après, qu'est-ce que je peux... Il y a Ludinor souvent aussi où je vais, que j'aime beaucoup, Ludinor. Plutôt les gros festivals, parce que après Covid, il y a aussi ce truc-là qui est que pas mal de marques ne revont pas forcément dans les petits festivals. Du coup, ils envoient des boîtes de jeux ou des choses comme ça que les bénévoles peuvent animer, les bénévoles des assos du coin. En tant qu'animateur, c'est tellement de frais supplémentaires qu'il y a un petit peu moins d'envoi d'animateurs sur place directement. Et quand tu vas donc sur place, en fait, tu as les jeux de société et tu proposes aux personnes et le but, c'est de faire découvrir les jeux. C'est ça. Première, normalement, ils nous envoient les règles pour qu'on puisse bien apprendre les jeux. Voilà. Le but, c'est vraiment de montrer tous les intérêts des jeux et de les faire connaître au public. On a des gens qui réfléchissent dans les boîtes pour dire quels jeux sont à mettre par rapport au public attendu. Forcément, on va avoir les jeux ne seront pas forcément les mêmes si on sait que c'est un public très familial ou au contraire si c'est un public un peu plus geek. Voilà, si je prends un exemple, j'avais fait il y a très longtemps la Comic Con avec une marque. Du coup, on avait beaucoup de jeux autour de Star Wars, autour de Marvel, etc. Ce qu'on ne mettra pas forcément quand on va à Berck, où on va plus avoir du Jungle Speed, des jeux de cocktail game, etc., des jeux très, très jeux d'ambiance. Parce que c'est pas si on commence à sortir un gros jeu qui dure 1 heure sur un festival où c'est pas le public, ça va pas fonctionner. Et le but, c'est d'essayer effectivement d'accrocher les gens. Pas forcément qu'ils finissent une partie, parce que peut-être qu'ils n'auront pas le temps de finir une partie, mais au moins qui repartent de la table en ayant une bonne idée du jeu. Après, qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, hein, ça, c'est pas aussi forcément le but, mais au moins qu'ils sachent comment fonctionne le jeu et quel est l'intérêt de ce jeu. Tu y vas à tes propres frais ou alors tu es rémunéré pour y aller ou comment tu t'arrives à gérer ça? Et en plus, tu travailles à la ludothèque, donc tu poses des vacances pour y aller ou comment tu arrives à gérer tout ça? C'est un petit peu le grand sujet de discussion. Je pose mes vacances pour travailler. Donc, ouais, au tout début des salons où le jeu de société moderne commençait à exploser, où c'était un peu compliqué de se faire rémunérer, j'ai commencé en me faisant payer en boîte de jeu, ce qui m'a permis d'avoir une très belle ludothèque, hein, je vais pas me cacher. Après, l'avantage, c'est que comme je travaillais moi à côté, bon, j'avais un salaire qui me permettait de vivre, mais c'est vrai que sinon, payer en boîte de jeu pour vivre, c'est compliqué. Maintenant, effectivement, quasiment tous les animateurs qui vont sur des jeux, alors je parle des animateurs payés parce qu'après, il y a effectivement les bénévoles, on est rémunéré pour pouvoir présenter des jeux. Alors après, la rémunération, elle va varier d'un éditeur à un autre. Elle va varier aussi, est-ce que j'ai fait beaucoup d'animations ou pas avec eux. Par exemple, Propos Production, vu que j'ai fait quand même pas mal d'animations avec eux, je suis un peu plus payé que si tu viens et que ça sera ta première animation. Il y a un peu ce côté-là qui donne envie de revenir dans la même équipe pour pouvoir être mieux payé. Et après, tout ce qui est des à côté, bah, ça va dépendre aussi des marques et des éditeurs. Je travaille beaucoup avec Asmodée, qui du coup a les moyens, on va pas se cacher, hein, c'est c'est le plus gros, c'est encore le plus gros français, le plus gros éditeur français. Ce qui fait qu'on a toujours l'hôtel qui nous est payé, on a toujours les déplacements qui nous sont payés. Alors après, on n'est pas non plus dans des hôtels, voilà, on n'est pas en palace, hein. On est dans des hôtels classiques, convenables. Mais voilà, mais en tout cas, tout ça, c'est bien rémunéré, c'est bien payé. Après, il y a des marques qui vont essayer de faire en sorte qu'on soit logé chez l'habitant ou des choses comme ça pour que ce soit plus pratique pour eux. Est-ce qu'il y a des fois, on t'envoie des jeux de société donc, que tu connais pas du tout et que tu vas tester soit avec ta famille, tes amis, et voilà. Et est-ce qu'il y a des fois, tu te retrouves avec des jeux de société que tu n'aimes pas forcément et que tu vas présenter? Oui, on va se taper des jeux qu'on n'aime pas. Après, le but, c'est d'animer. Donc, c'est de faire en sorte que les gens ne voient pas forcément qu'on n'aime pas le jeu. Bah, pour donner un petit exemple, peut-être que je me ferai taper sur les doigts, mais pareil, Exploding Kitten, c'est un jeu qu'on présente. Bon, voilà, moi, Exploding Kitten, j'y joue pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas un jeu que j'aime bien. Bon, après, l'avantage, c'est qu'en festival,
On va rajouter un petit peu, quand la personne va piocher un chat, on va pouvoir, un chat qui explose, on va pouvoir faire ah, attention, tu as explosé. Voilà, on va rajouter un petit peu du lore, entre guillemets. On va mettre l'ambiance. Alors, on reçoit rarement les jeux avant, les règles, sous format PDF, oui. Après, quand tout se passe bien, on est là la veille du festival. Et du coup, une fois qu'on a installé nos tables et tout ça, on peut se faire des petites parties pour bien appréhender le jeu. La carte du temps, on arrive le samedi matin et bah, le temps que le public arrive, on voit qui connaît bien quel jeu. Et puis on se dispatche un petit peu les tables comme ça, et par préférence, parce que du coup, si effectivement, si c'est un jeu que j'aime bien, bah, je vais avoir plus d'entrain à pouvoir le présenter. Là où X-Men Kitten, bon, bah, j'y vais, hein, mais si quelqu'un y va à ma place, ça va. Ça permet aussi d'avoir une connaissance large au niveau des jeux de société et que tu sois à l'aise à pouvoir expliquer aussi à la ludothèque. Je ne sais pas si dans ta famille, vous êtes joueur ou pas trop. Alors mes filles maintenant oui, donc mes deux filles elles ont 7 et 10 ans, c'est cool parce que la dernière maintenant sait lire et du coup on va pouvoir passer encore plus à des jeux un peu plus poussés parce que c'est l'une des choses qui bloque un peu plus. Comme il y a une grosse collection de jeux à la maison, forcément c'est limite une punition de leur dire non mais vous n'allez pas jouer aujourd'hui en fait. Si vous rangez pas votre chambre c'est fini, vous jouez pas. On a pris l'habitude chaque fois qu'on va en famille, qu'on part en vacances, etc., de ramener quelques jeux, des fois trop, et de jouer, de faire connaître. Dès qu'il y a des amis qui viennent à la maison, bah, c'est l'occasion de sortir des jeux qu'on n'a pas encore testés. On essaie de pousser ça au maximum. Et puis oui, c'est forcément un plus pour le boulot, de pouvoir connaître au moment où on va faire des nouveaux achats de jeux, savoir vers quoi on va se diriger selon ce qui nous manque, selon ce qu'on a déjà, pour avoir un panel le plus élargi possible. Ah, parce que vous avez combien de jeux de société chez toi et à la ludothèque? Moi, je crois que chez moi, en tout cas plus de 500. J'ai pas le compte exact, mais beaucoup, beaucoup. À la ludothèque, je n'aurais pas le nombre exact non plus, mais je vais dire une fourchette large, mais plus de 1000 et moins de 1300. Avec quelques jeux qui sont en double, parce que très demandés. Par exemple, du Skijo, on a deux boîtes, Carcassonne, on a deux boîtes. Voilà, il y a des jeux qu'on n'aura pas en deux boîtes, par exemple Ark Nova, qui part tout le temps dès qu'il arrive en ce moment, mais on va quand même pas se racheter une deuxième boîte parce que ça ne servira pas à grand-chose. Le but, c'est de faire vivre un maximum les jeux. Donc tous les jeux ne sont pas dans les étagères. On a une réserve et on fait tourner les jeux pour que déjà ça donne envie, parce que si on voit des étagères pleines de jeux, on ne sait pas où regarder. En plus, les tranches ne sont pas forcément bien lisibles. Donc il faut organiser tout ça. Et ça permet que les gens se disent ah, celui-là, j'avais oublié qu'il était là, etc. Et qu'ils aient plaisir à redécouvrir des jeux. Et vous arrivez à renouveler au niveau des jeux de société, à en recommander chaque année ou comment ça se passe? On a un budget qui nous permet de pouvoir racheter jeux, jouets, tout ça. Parce que du coup, le budget, c'est dans le global de tout ce qu'il faut pour la Ludo. Et selon les besoins, bah, cette année, on va se dire qu'on va s'acheter peut-être plus de Playmobil parce qu'il faut les rechanger. Ou bah, là, effectivement, les jeux de société, on va en reprendre parce que bah, le Carcassonne a été très usé. Du coup, on va en prendre un nouveau. Ce qu'on essaye de faire déjà en général, c'est au moins de prendre les jeux primés. Parce que bah, il y a un petit intérêt, ça permet de faire découvrir des jeux autres que ce qu'on trouve à Auchan. Et après, oui, le budget, voilà, on le dispatche selon les besoins. Et à force de baigner, j'ai l'impression que du coup, tu baignes dans les jeux de société depuis que tu es tout petit. J'ai une grosse phase où je jouais quasiment plus aux jeux de société. Moi, le souvenir le plus lointain que j'ai du jeu de société, c'est un Noël où, avec mon frère et ma soeur, on cherchait les cadeaux que mes parents avaient cachés. Et on tombe sur trois jeux de société qui étaient à l'époque Super Cluedo, quoi d'autre. Il y avait Attrape-souris et il y avait Voyage en France, donc des vieux jeux de société, hein, années 80. Et moi, je vois l'Attrape-souris et je fais ah putain, il n'y a pas trop ça celui-là, le mien, etc. Et ouverture des cadeaux, l'Attrape-souris, c'est pour mon petit frère et moi, je me tape Super Cluedo. Donc un petit peu dégoûté, tout ça. Et puis finalement, on joue avec mon frère et ma soeur. Et en fait, j'étais hyper content de trouver ce Super Cluedo. Il était trop bien. Alors, j'y joue plus. Je l'ai toujours, mais j'y joue plus. Donc, j'en ai eu pas, voilà, comme ça, jusqu'à mes 10 11 ans, une bonne période où on jouait entre cousins, entre frères et sœurs, etc., aux jeux de société. Et après, collège et lycée, quasiment plus de jeux de société. Le lycée, le retour du tarot, comme dans beaucoup de lycées, où on a beaucoup joué, mais à part ça, pas trop. Et c'est en revenant au centre de loisirs et du coup, après, en allant travailler pour Repos Production, où je me suis relancé dans le jeu de société. À force de baigner dans les jeux de société, est-ce que tu aimerais créer un jeu de société ou pas du tout?
J'ai deux, trois protos en cours. Donc, je me prends pas la tête. J'ai surtout voulu les faire pour me dire, voilà, au moins c'est sorti de ma tête. J'ai créé. Je les fait tester, je vois. Je vais pas mentir que si un jour ils sont sortis et qu'ils sont en boîte, je serais quand même très content. Maintenant, je vais pas forcément forcer pour à courir après les éditeurs ou autres pour que ça soit créé, ça soit édité. Mais voilà, je fais tester. Les premiers retours sont plutôt positifs. Donc on va voir ce que ça donne. Mais le but, c'est pas de devenir auteur de jeu en tout cas, mais bon, pourquoi pas. Des fois aussi, c'est créer le jeu rien que pour ta famille, enfin pour ton entourage, et que déjà, si tu arrives à donner le sourire comme ça, c'est déjà une belle victoire, quoi. C'est ça. Bah déjà, quand j'ai vu que. Alors, j'avais fait un premier jeu, premier test, c'était catastrophique. Mais ça m'a permis de voir. De toute façon, en général, les premiers tests sont pas forcément brillants. Ça permet de voir tout ce qui n'allait pas dans le jeu et que pour nous, dans notre tête, ça avait l'air de fonctionner. Donc, le premier jeu, la première test, j'ai fait bon, ok, il va falloir que je recommence tout le jeu. Et le deuxième jeu que j'ai essayé de créer, bah, ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, bah, là, j'ai montré Virus Wars et qui vont sortir dans pas très longtemps. Un jeu avec les chats. Nekojima. Qui vont sortir Nekojima et qui m'ont fait de très bons retours sur le jeu. Alors après, ils m'ont dit aussi tous les défauts qu'avait le jeu, mais au moins ça donne envie d'aller plus loin et effectivement de réfléchir à améliorer le jeu. Quels sont les jeux de société que tu aimes jouer et quel est le jeu du moment? Moi, mon type de jeu préféré, ça va être les jeux deck building. C'est dès qu'il y a des cartes, je suis content. Mon jeu préféré, alors, j'ai un petit amour particulier pour Seven Wonders parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai recommencé à venir dans le monde du jeu via RepoProd et en présentant Seven Wonders, la première édition, en salon. Et du coup, j'ai très très vite accroché sur ce jeu. Maintenant, en termes de deck building, j'aime beaucoup ce qui est Clank, ce qui va être Star Wars Deck Building qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'aime bien aussi les jeux de figurines, mais un peu trop onéreux. C'est c'est ce qui bloque le truc. Là où je suis moins fan, c'est ce qui va être les jeux d'enquête. Je joue au Unlock. Au-delà de Unlock, ça m'intéresse pas trop. Les jeux du moment, Trio, effectivement, là en ce moment, moi les filles adorent Trio. Dès qu'on peut sortir Trio, elles le veulent. Dès qu'on peut sortir Mantis aussi, elles aiment bien. Là, ce week-end, on va jouer à Everdell avec des amis. Parce que c'est pareil, un très beau jeu que j'aime beaucoup et qui n'est pas encore beaucoup sorti. Donc, on va essayer de le ressortir. Ok. Et du coup, t'en es arrivé jusque-là, donc soit que en ludothèque ou même animateur sur les salons. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions? Bah, tout s'est un peu passé par hasard. Pour Repoproduction, c'est Repoprod qui a demandé à la ludothèque de Boulogne s'ils connaissaient des gens dispo. Ma sœur m'a demandé si j'étais dispo. Bah, j'y suis allé. Ils ont bien aimé, du coup ils m'ont rappelé, c'était à l'époque du Festival du jeu de Paris, un festival qui n'existe plus, qui était couplé au salon du jeu vidéo aussi. Tout ça a disparu quand la Paris Games Week est apparue. Mais du coup, ils ont quand même continué à m'appeler quand il y avait Paris Ludique et tout ça. Et un jour, ils ont gagné, lors du flip, par rapport à Concept, ils ont gagné le droit de présenter Concept lors de la Kid Expo, qui se passe aussi à Paris. Et comme ça se passait à Paris, du coup, ils m'ont appelé. Du coup, moi, j'étais dans la Kid Expo avec une table de Concept. Et à côté de moi, il y avait mon chef actuel chez Asmodée, qui, lui, était là pour Bombix. En gros, ça a matché entre nous parce que bon, moi, j'avais qu'un jeu, lui, il avait ramené trois quatre jeux. Donc, il était un peu vite débordé. Donc, j'ai vite appris les jeux qu'il présentait pour pouvoir l'aider. Et du coup, depuis, bah, je bosse pour Asmodée. Et comme je bosse pour Asmodée, bah, du coup, j'ai commencé à croiser d'autres éditeurs qui sont distribués par Asmodée, donc Cocktail Game et Bombix. Et du coup, de temps en temps, je travaille pour eux. Et après, bah, on se croise en festival. Alors après, là, le but, c'est de réussir à travailler pour Origame. J'aime beaucoup l'équipe d'Origame. Bah, ça serait... Il faut juste trouver la possibilité, parce que comme on disait tout à l'heure aussi, c'est sur mes vacances que que je bosse pour les festivals et que du coup, dès qu'il y a un festival, bah, je suis pris par Asmodée, Bombix ou autre et que du coup, j'ai du mal à aller vers d'autres marques. C'est la réflexion de comment j'ai réussi à faire pour pouvoir travailler pour d'autres marques. Après, j'ai pas eu trop de difficultés. Oui, en fait, ton but, ça serait de créer du temps, enfin d'avoir du temps Ouais, pour faire la ludothèque, je pense pour passer du temps avec ta famille et pour le festival, quoi, parce que au final, si tu pars en festival, tu n'as pas le temps de passer du temps avec ta famille, à moins que ta famille c'est ça. vienne au festival.
C'est ça. L'avantage, par exemple, sur Paris et Ludique, c'est que il n'y a pas de déplacement. Donc, je travaille le samedi et le dimanche. Voilà, il n'y a pas de déplacement où je pars le vendredi pour pouvoir être dispo le samedi matin et je rentre le lundi matin pour être tranquille. Quand je vais à Cannes, je pars du mardi ou du mercredi et je rentre le lundi de la semaine d'après, quoi. Donc ça fait effectivement beaucoup de temps en dehors de la maison. Et ça serait aussi effectivement pour ça que j'aimerais bien trouver une solution pour pouvoir allier l'animation en festival, la vie de famille, parce que voilà, quoi, j'ai pas voulu avoir une famille pour pouvoir ne pas l'avoir. C'est toutes les réflexions qu'il va y avoir, que j'ai en ce moment avec ma femme, de savoir comment on peut faire, quels sont les inconvénients, les avantages, parce que comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des moments creux. Donc Cannes, c'est un gros salon. Du coup, c'est une grosse facture que je fais à l'éditeur pour qui je travaille. Donc, ça fait pas mal d'argent qui rentre d'un coup. Mais après, il va y avoir des mois où, si j'arrive à facturer 200, 300 euros parce qu'il y a eu des petits festivals, c'est bien. Mais 200, 300 euros, je paye pas le loyer, je paye pas l'essence, voilà, quelques courses. Donc voilà, faut trouver ces trucs-là. Et c'est pour ça aussi réfléchir du coup aux animations, mais en dehors des festivals, pour des mairies, pour des fêtes de quartier, faire je sais pas moi, du coup me faire un stock de jeux en bois pour pouvoir proposer ça et du coup sur des mariages, des anniversaires, autres, pouvoir amener ce genre d'animation. Peut-être, vu que tu es pas fan en ludothèque, je pense que tu es pris à 100%, peut-être réduire à 70%, 50%, enfin, ouais. Non, le but, c'est vraiment, pour le coup, c'est soit je reste et je fais le taf qu'il faut faire parce que, de toute façon, je ne sais pas faire autrement que de faire le taf qu'il faut faire. Soit je pars et après, l'idée serait peut-être de retourner à la rigueur en centre de loisirs parce que du coup, là, l'inconvénient de la ludothèque aussi, c'est que je travaille du mardi au samedi Mm. et que les salons se passent samedi, dimanche et que en plus, le lundi, c'est bien, c'est mon jour de congé, mais du coup, je suis tout seul à la maison parce que les filles sont à l'école et que ma femme est au travail. Ça me fait un vrai temps de repos pour le coup, hein, je suis au calme, mais pour l'instant, j'essaie, en tout cas, je reste sur la ludo parce que je suis en train de relancer un festival justement à Vauréal, là où je travaille. Donc j'ai un gros projet, je mène ce projet à bien et après, on enclenche vraiment les réflexions de savoir comment on va faire pour la suite des événements, quoi. Est-ce que tu organises ce festival, c'est ça? Oui, oui. C'était un festival qui était organisé par l'association de la ville, une association de jeux de la ville, qui s'est arrêtée dernière édition en 2016, qui n'avait pas été repris depuis. Les dirigeants de la ludothèque à ce moment-là ne voulaient pas forcément s'en occuper. L'association avait plus le temps de s'en occuper non plus. Du coup, ça s'était arrêté. C'est un festival dans lequel j'ai bossé en tant qu'animateur pour une marque. Du coup, moi, j'aimais bien ce festival et je me suis dit, je travaille dans la ville. Il y a pas mal de jeux en plus dans la ville parce que on a une association de jeux de société, on a une association de jeux de rôle, il y a plein d'autres associations, bridge, tarot, dames, etc. Donc on a un tissu ludique qui est quand même bien marqué. Donc je me suis dit, on va tout faire pour le relancer. Pour l'instant, c'est bien parti. Ouais, c'est pas trop dur à organiser. Pour l'instant, ça a l'air encore cool. On verra les vagues des dernières semaines où il y aura toutes les dernières questions qu'on n'a pas réfléchies qui vont se pointer subitement. Mais pour l'instant, ça va, ça se passe. Les gens Ok. sont enthousiastes à l'idée que ça revienne. Et tu donnerais quoi comme conseil pour des personnes justement qui organisent un festival de jeux de société? Il faut trouver les bonnes adresses dans le sens où chercher déjà les associations du coin qui pourraient aider parce qu'elles vont connaître les boutiques. Elles ont peut-être des contacts aussi des fois avec les différents éditeurs. Pas que forcément que celles de sa ville, hein. Il faut vraiment chercher dans les associations aux alentours. Et puis en plus, ça peut permettre aussi d'avoir des gens qui seront là bénévolement pour pouvoir venir aider sur le salon. Il faut se rapprocher de là ou des boutiques ludiques qui sont les plus proches parce que des fois les marques vont pas forcément envoyer le colis de jeu. Par exemple, si je prends là pour mon festival, BlackRock, il m'envoie des jeux mais ils l'envoient à la boutique. Ils m'ont dit, donne-moi ta boutique partenaire et on va envoyer des jeux via une palette de commandes pour lui. Et comme ça, il te les filera après. Et voilà. Le fait d'avoir une boutique partenaire, en plus, ça fait qu'il y aura peut-être une boutique présente sur le festival qui permettra d'attirer aussi des gens parce qu'ils vont faire de la pub pour ton festival. Et puis après, ça va être surtout ça. C'est la communication qui va être le nerf de la guerre, hein, comme dans pas mal de choses. Réussir à amener les gens à connaître le festival et tout ça. Tu sais à peu près combien de personnes il va y avoir ou pas trop? La dernière édition qui avait eu lieu, il y avait plus de 2000 personnes.
pas être optimiste au point de me dire qu'il y aura plus de 2000 personnes sur une réédition qui n'a pas eu lieu depuis 5 ans. Maintenant, si on atteint les 1000 personnes déjà sur un week-end, je serais déjà bien content. Donc on va tout faire pour. Tu sais combien à peu près de bénévoles ou d'associations enfin, qui y aura ou pas trop? Alors là, j'ai déjà quelques noms d'éditeurs qui viennent avec des animateurs. J'ai des éditeurs qui m'ont déjà dit qu'ils allaient m'envoyer soit des kits pour faire des tournois de jeux, soit qui m'envoient des jeux pour qu'on les fasse tester. Une fois que j'aurai le global, je vais voir combien j'aurai besoin d'animateurs pour pouvoir gérer tout ça. Sachant que là, le but dans le festival, c'est pas faire que du jeu de société, c'est vraiment du coup pour pouvoir faire une ludothèque un peu plus grande. On aura un coin, comme je disais tout à l'heure, de jeux symboliques, on aura un coin jeux de construction, on va avoir un espace petite enfance avec piscine à balles, des toboggans, des choses comme ça. On aura un espace jeux vidéo aussi. Donc, bon, ça, c'est un autre collègue qui le gère et qui a déjà son équipe de bénévoles et tout ça. Donc, ça va, c'est une épine qui m'est déjà retirée. Une fois que j'aurai un peu plus ce global-là, je vais pouvoir voir vraiment combien d'animateurs et d'animatrices il me faudrait. Pour l'instant, je me dis qu'il m'en faudrait une trentaine par jour. Et quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Bah, quelqu'un qui aime passer du bon temps sur un jeu, et peu importe le jeu, que ce soit un jeu de société ou un jeu de construction ou des jeux vidéo, c'est une personne qui sait sortir du quotidien pour pouvoir s'aérer l'esprit d'une autre manière par le biais d'un jeu. Du coup, on va revenir sur notre rencontre. On s'est rencontrés donc à Paris Ludique où tu présentais des jeux de société. Notamment, je me rappelle de Petit Peuple que tu as rencontré ou tu les connaissais peut-être, les créateurs de jeux. C'est Ouais. pas la première fois que je les croisés, qui sont en plus des personnes adorables. Pour le coup, Ouais. Monsieur et Madame Saunier sont très gentils, sont vraiment très cool. On avait même mangé avec eux le soir au resto. On s'est bien marré. C'est pas la première fois que je les croisés parce qu'effectivement, ils ont fait d'autres jeux, bah, Cocktail Game. Ils étaient là à Ludinor aussi quand je présentais Modi Modi. La chance que tu as en fait de pouvoir rencontrer directement les créateurs de jeux. Et je me disais, c'est peut-être ça qui te motive à vouloir faire ce métier ou tu as d'autres motivations? C'est pas ça qui me motive à faire le métier d'animateur de jeu. C'est vraiment plus le plaisir parce que j'aime jouer et parce que voilà, je me suis trouvé bah, on va dire une passion, hein, plus de 500 jeux à la maison. On peut commencer à parler de passion. Après, c'est toujours agréable de croiser des auteurs de jeux et surtout quand ils sont sympas. Voilà, Nathalie et Rémi Saunier, qu'on a pu croiser. Ça fait plusieurs fois que je suis Théo Rivière. Donc pareil, qui est vraiment très gentil comme personne. Ce qui était marrant pendant le festival Paris Ludique, c'est qu'il venait samedi et dimanche. En début d'après-midi, il avait 1 heure pour venir faire de la dédicace. Alors, il avait des rendez-vous, c'est pas qu'il devait arrêter parce que contractuellement, il avait qu'1 heure de dédicace. C'est que il avait des rendez-vous. Et dès que quelqu'un arrivait, alors que ça faisait déjà 10 minutes qu'il devait être à son rendez-vous d'après, il n'osait pas partir, mais non, parce que les gens sont trop gentils. Donc voilà, c'était assez marrant à regarder. Donc, il y a pas mal d'auteurs de jeux que j'ai pu croiser. Et c'est vrai que ça fait plaisir de les croiser. On se dit, voilà. Bah, Seven Wonders, à l'époque, j'ai du coup rencontré Antoine Boza. C'était cool de pouvoir parler avec lui de sa manière de créer un jeu. Après, oui, ce qui me motive, c'est parce que ça me plaît, en fait. J'ai pas pour habitude de rester très longtemps dans un truc qui me plaît pas. Faire découvrir des jeux aux gens, parce que oui, on fait plus découvrir des jeux aux gens que des fois on joue. On a souvent la phrase des gens qui viennent et au bout d'un moment ils nous disent et votre métier c'est trop bien en fait, vous faites que jouer. Non, moi je fais que vous expliquer des règles. J'ai pas trop le temps de jouer toute la journée. Des festivals par exemple comme Paris Ludique, c'est presque un enfer entre guillemets dans le sens où bah, on a le temps de faire un tour pour aller voir les collègues qui sont sur d'autres stands. Et puis on fait ah, il est trop bien ce jeu, j'ai envie de le tester. Ah, il est trop bien ce jeu, j'ai envie de le tester. Mais en fait, on n'a pas le temps dans la journée de pouvoir se prendre une pause pour aller tester des jeux. Et du coup, ben, on les testera plus tard si on peut. Voilà, on voit plein de jeux qu'on a envie de tester partout, mais on peut pas trop. J'ai envie de faire ce métier parce que ça permet de partager et de voir plein de nouvelles choses. Et à chaque fois, il y a des jeux qui arrivent, on se dit non, mais comment ils ont réussi à créer ça? C'est toujours des nouveaux trucs qui sont cool. Et quels sont les conseils que tu donnerais bah, justement à un animateur pour garder cette motivation à toujours vouloir animer sur les salons? En fait, je dirais surtout qu'il faut vite se rendre compte quand ça nous plaît plus. J'ai fait, en tant qu'animateur de centre de loisirs, j'ai fait aussi de la formation BAFA. C'est un truc que je disais le dernier jour du BAFA, une fois qu'on avait dit à tout le monde s'ils avaient le petit papier, que c'est bien de faire ce métier, ça vous plaît, etc. Par contre, il faut vite se rendre compte quand est-ce que ça vous plaît plus. Parce que ce que vous avez, alors là, je parle des animateurs en centre de loisirs, mais ce que vous avez devant vous, c'est des enfants. Et du coup, si ça vous plaît pas,
bah, vous n'allez pas faire bien votre métier, et du coup, ça va pas être cool pour eux. Bah, ça va être la même chose pour les animateurs et animatrices de jeux de société. Si ça me plaît plus de présenter le jeu, et là, je parle pas uniquement d'un jeu qui me plaît pas à présenter, je parle vraiment, ça me fait chier parce que de toute façon, à chaque fois que j'explique qu'il y a un jeu, les gens ils comprennent pas. Au bout d'un moment, on se dit qu'ils sont tous débiles parce que c'est pourtant simple. C'est c'est ce qui peut vite arriver. Et à partir du moment où je me dis ça à chaque fois que je présente un jeu, je pense que c'est que du coup, il faut que j'arrête ce côté-là. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire dans le monde du jeu qui seront intéressants. Gérer de l'événementiel. Parce que celui qui gère l'événementiel et qui dit quoi mettre en salon, c'est pas forcément celui qui va animer les jeux, mais au moins il a peut-être une réflexion sur qu'est-ce qui est bien à mettre et comment mettre en avant les jeux. Voilà, il faut peut-être se trouver d'autres choses à faire dans le milieu du jeu, mais pas de conseils pour garder la motivation, mais surtout essayer de se rendre compte de quand la motivation commence à s'épuiser. Sinon après le conseil c'est de essayer de faire en sorte de ne pas en faire trop, parce que je pense qu'après si on bouffe trop d'animation sur des salons, on est vite fatigué et la fatigue peut être démotivante. Comment tu fais pour justement expliquer les règles du jeu? C'est pas si évident que ça et on se rend vite compte que en fait lire des règles de jeu ça peut être un vrai métier parce que pas mal de gens, je le vois à la ludothèque, je l'ai vu aussi en allant travailler pour Cultura et dans le rayon jeu et en faisant de l'animation pour dans les festivals où les gens viennent en me disant mais en fait j'ai acheté ce jeu-là, j'ai lu les règles, j'ai rien compris. Alors des fois on se dit bon t'as pas cherché bien loin parce que c'est quand même pas très compliqué. Et il y a quand même des règles de jeu, des fois, pour se les coltiner, c'est quand même quelque chose. La première des choses, c'est essayer de bien comprendre effectivement le jeu. Là, maintenant, avec BGA, souvent, ce que je fais, c'est que du coup, je lis une règle. Moi, j'aime bien avoir le matos aussi. Quand je lis la règle, alors je disais tout à l'heure qu'on avait souvent des PDF, donc on se débrouille comme on peut. Si j'ai le matos avec moi pour pouvoir bien comprendre la mise en place et voir un peu les interactions qu'il y a avec les différents éléments du jeu, ça me plaît d'autant plus. L'avantage que maintenant on a à Board Game Arena, c'est que je vais pouvoir lire la règle et puis je vais pouvoir me lancer 2 ou 3 parties sur Board Game pour essayer de comprendre vraiment comment tourne le jeu. Et ça, c'est plutôt bien. Le plus dur, surtout, ça va être de trouver son déroulé de l'explication de jeu. Si je prends un exemple comme Seven Wonders, le principe du jeu est tout simple, c'est un jeu de draft. À mon tour, je choisis une carte, je passe le reste du paquet. Une fois que tout le monde a choisi, je pose ma carte, je la paye ou pas selon les ressources, et voilà. Sauf que ce qui va devenir compliqué dans Seven Wonders, ça va être d'expliquer tous les effets des cartes. Si je fais mal mon déroulé, les gens ils vont me regarder avec des yeux et ils vont me dire j'ai rien compris. Et pour beaucoup, ça fait ça. Et du coup, c'est qu'est-ce que je vais donner comme règle à tel moment et à partir de quand je vais pouvoir rajouter des règles. Le principe, c'est de dire assez rapidement quel est le but du jeu, le principe aussi de comment fonctionne le jeu. Voilà, c'est un jeu qui, le but, c'est de marquer un maximum de points. Le principe, c'est un jeu de draft. Comment c'est un jeu de draft? Tu prends une carte, tu passes le reste du paquet. Une fois que tout le monde a choisi, vous la posez. Ok, quel effet? Alors ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et on va faire 2 ou 3 premiers tours où les gens ne vont pas forcément comprendre tous les tenants aboutissants de pourquoi ils ont choisi telle ou telle carte. Mais à la fin du premier âge de Seven Wonders, ils ont compris le jeu et on peut les laisser tranquilles. Bon, ils vont nous rappeler parce qu'ils vont avoir des doutes, mais normalement, ils ont compris le principe du jeu. Et c'est surtout ce déroulé qui va être à réussir à donner. Et bien évidemment, selon le jeu, ça va être complètement différent, quoi. Qui, selon toi, ouais, serait intéressant à pouvoir écouter en interview? Après, ce qui pourrait être intéressant, il pourrait y avoir d'autres collègues qui, justement, eux, sont un peu plus dans le métier sur les festivals par rapport à moi. Parce que j'en connais quand même qui travaillent beaucoup plus dans les festivals, qui vont faire les tournées de l'été, qui vont être un peu plus présents. Et après, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est, entre guillemets, le grade au-dessus, c'est-à-dire ceux qui vont préparer le festival, mais pas côté festival, côté éditeur, de pourquoi on doit aller à ce festival, quel est notre intérêt de payer une table, parce que souvent c'est quand même payant pour les éditeurs de payer des tables. Pourquoi je vais y payer une table, pourquoi je vais payer des animateurs, pourquoi je vais mettre tel jeu, pourquoi je mettrai pas cela. Ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir Yann de Bombix, qui est justement celui qui était avec moi sur le festival Paris Ludique et qui
qui en plus fait tout ça pour Bombix. C'est celui il va aussi en Angleterre. Je crois qu'il est parti à la Comic Con il n'y a pas très longtemps pour Bombix. Donc il est vraiment sur l'animation des festivals pour Bombix. Oui, je te remercie beaucoup pour cet échange parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je crois qu'en plus, c'était le premier animateur que j'interviewe parce que j'avais interviewé des éditeurs, illustrateurs, créateurs de jeux, même ceux qui ont organisé Paris Ludique, Marian. Mais c'est vrai que j'ai pas eu animateur sur le terrain pour le coup. Donc c'est cool de ta part. Et qu'est-ce que tu aimerais partager? Bah, venez en festival ou en ludothèque et venez partager des moments en famille, entre amis, et puis venez jouer. Ok, super. Merci beaucoup. Bah, merci à toi.